Bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro du 14h42. Aujourd'hui, on va vous parler pas que du Bitcoin, mais pas seulement de la monnaie, mais d'un protocole informatique de cryptographie. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir du 25 mars, tous les citoyens islandais vont recevoir un portefeuille doté de l'équivalent de 200 € de Aurora, qui est un équivalent à Bitcoin. Ça a été lancé par un collectif ou quelqu'un qui a un pseudonyme et qui explique que notre système financier est corrompu, il est temps de démocratiser notre monnaie. Et qui explique également que la couronne islandaise ayant perdu 99% de sa valeur, les Islandais n'ont plus le droit d'investir à l'étranger et donc il essaye de trouver un autre modèle alternatif aux échanges marchands. Donc il y a eu une note dont on aura l'occasion de discuter tout à l'heure avec nos invités, sortie par la Banque de France sur les dangers liés au développement des monnaies virtuelles. On a eu la faillite de Mt. Gox, qui était une grosse plateforme Bitcoin, où il y a eu plusieurs centaines de millions de dollars qui sont évaporés. Donc aujourd'hui, deux invités. Alors on avait invité quelqu'un de la Banque de France, mais ils n'ont pas été en mesure de faire venir sur le plateau un représentant de la Banque de France. Donc on a Philippe Rodriguez, qui est vice-président et fondateur de l'Electronic Business Group, donc qui représente 130 000 professionnels de l'économie numérique, et qui est président d'une nouvelle association, l'association Bitcoin France. Vous réclamez une mission d'enquête parlementaire autour du Bitcoin. Vous êtes tout à fait prêt à collaborer avec les agences gouvernementales. Vous demandez également la non-application de la TVA au Bitcoin. On aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Bonjour, Philippe Erlin. Bonjour. Vous êtes économiste libéral et vous êtes auteur d'un e-book coédité par Erol et Atlantico qui s'appelle « La révolution du Bitcoin et des monnaies complémentaires », mais dont le sous-titre est encore plus intéressant, une solution pour échapper au système bancaire et à l'euro. Alors, pour expliquer le Bitcoin, souvent les gens trouvent ça un petit peu compliqué, mais en fait, le Bitcoin c'est quoi? Dites-moi si je me trompe, c'est un protocole informatique qui est adossé à une sorte de livre de compte, un registre qui est public, qui est ouvert, qui est documenté. C'est un logiciel libre, on a vérifié que ça fonctionne bien, et qui permet d'authentifier des échanges de façon complètement décentralisée, sans aucun contrôle. Il n'y a pas d'instance qui peut contrôler ces échanges-là et qui peut éventuellement manipuler ces échanges-là. Est-ce que, présenté comme ça vous va? Oui, ça va. Ouais, c'est juste. L'idée, il faut bien comprendre, c'est que c'est un système, un réseau décentralisé, il n'y a pas d'autorité supérieure. Nous, on fonctionne quand on fait un paiement par carte bleue. Voilà, quand on fait un paiement par carte bleue, il y a la banque qui permet de valider le fait qu'on a fait tel et tel paiement qui est au-dessus de nous. Et qui prend une commission. Et qui prend une commission, etc., mais qui en même temps valide. Et la question que s'étaient posée les milieux informatiques, alternatifs, collaboratifs, tout ça, qui voulaient un système sans hiérarchie, c'était comment faire fonctionner une monnaie dans un pur réseau. Et c'est le Bitcoin qui a apporté cette solution-là, donc avec un livre des comptes ouvert, public. Que tout le monde peut consulter. Que tout le monde peut consulter. On peut donc voir ça assure une de quel transparence. portefeuille à quel Voilà. portefeuille est passé combien de Bitcoin. Voilà, donc sans ça assure, forcément connaître l'identité Voilà. du détenteur du portefeuille. Mais ça assure une transparence et puis ça permet d'assurer l'historique. C'est-à-dire pour chaque Bitcoin ou fraction de Bitcoin, on peut remonter l'historique et donc on sait d'où il vient. On peut pas y avoir un faussaire qui crée un Bitcoin et qui le mette sur le marché. Automatiquement, il serait repéré. Et on ne peut pas faire tourner la planche à billets parce qu'il y a aussi, c'est limité ça, à 21 millions de Bitcoin en 2140. Enfin, ce sera en fait jamais atteint, mais disons qu'il y a une croissance du nombre de Bitcoin. Aujourd'hui, il y a à peu près 12 millions de Bitcoin en circulation. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Ce sera un plafond qui ne sera jamais atteint, une asymptote. Mais, et ça l'idée qu'il y a derrière, qui est une idée qui vient de l'économie autrichienne, on va dire, c'est un peu les gens qui défendaient l'État or. Donc c'est un peu l'idée, c'est-à-dire il y a une quantité délimitée, donc il n'y aura jamais de planche à billets, comme vous l'avez dit, il n'y aura jamais d'inflation monétaire. C'est pour ça qu'on peut parler un peu d'or numérique, pour prendre une image. C'est une monnaie matière première, il y a une quantité limitée, donc on sait qu'il n'y aura pas d'inflation et qu'a priori, ça doit prendre de la valeur avec le temps, au fur et à mesure que cette monnaie sera utilisée. Alors c'était Satoshi Nakamoto, qui est le pseudonyme de la personne ou des personnes, parce qu'on ne sait pas qui a créé Bitcoin, qui avait expliqué: nous avons proposé un système pour des transactions électroniques qui ne repose pas sur la confiance, et au sens la confiance en une autorité tierce, parce qu'il y a la confiance dans le protocole. C'est la base du système. On pourrait dire en fait en quelque sorte que le protocole Bitcoin, il vient disrupter quelque chose. Et ce qu'il vient disrupter, c'est la confiance comme on l'a toujours connue en quelque sorte. Et l'idée de Satoshi Nakamoto, et il le dit même dans le papier qui est fondateur du protocole Bitcoin, c'est qu'il dit on a quelque chose en main, un protocole qui nous permet de remplacer la confiance par un algorithme informatique. Je n'ai pas besoin de faire confiance à une organisation centrale parce que je vais faire confiance en fait à un algorithme informatique qui va me dire oui, cet argent a bien été transmis, oui, vous l'avez bien sur votre compte, oui, la personne l'a bien reçu. Et je n'ai pas besoin de faire confiance à une organisation centrale. C'est les fameux généraux byzantins. Donc il y a une armée de généraux byzantins avec des généraux qui sont traîtres et des généraux qui sont fidèles. Et comment fait le roi pour communiquer, faire passer les ordres? Eh ben, il arrive effectivement à reposer sur un système comme ça où il n'a pas besoin de faire confiance aux traîtres
pour que l'information arrive quand même. Oui, ça, c'est le problème mathématique qui a été résolu par le protocole Bitcoin, en quelque sorte, suite en fait à tout un tas de papiers qui avaient été produits aussi entre-temps. Donc c'est une analogie. On suppose en fait que vous devez gérer une armée dans laquelle il y a des généraux qui sont des généraux traîtres, des généraux qui vous font confiance, auxquels vous avez confiance. Et pour pouvoir passer des messages, eh bien, il faut imaginer un système qui est un système qui fonctionne par consensus. Il va falloir faire une preuve de travail entre ces différents intervenants et s'assurer qu'on a un consensus sur le fait que le message soit bien arrivé. C'est comme ça que fonctionne le Bitcoin. Et comme il y a beaucoup d'ordinateurs et que chacun doit faire une preuve de travail pour prouver qu'il a travaillé sur cette vérification, eh bien, grâce à ce consensus, on sait vraiment qu'en fait l'argent est bien arrivé ou qu'on a bien cet argent sur son compte. Alors c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a quelque chose, on n'a pas besoin de faire confiance à une autorité, et en même temps celui qui a qui a créé le Bitcoin, Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est un particulier, si c'est un collectif, si c'est la NSA, si c'est des mafieux. C'est tout à fait dans l'esprit du développement et du développement communautaire. C'est qu'il estime en fait que son invention elle est beaucoup plus importante que lui-même. Ouais. Et donc le portrait Newsweek, il y a 15 jours, qui pensait avoir trouvé le vrai Satoshi Nakamoto, il s'était complètement planté. Ouais. Il vaut peut-être mieux qu'il n'y ait pas une personne qui puisse s'ériger en fondateur, parce que sa parole pourrait avoir un poids disproportionné sur le Bitcoin, tandis que là, on est vraiment dans l'esprit peer-to-peer. C'est le réseau lui-même qui fonctionne, et il n'y a pas une personne qui peut s'arroger des droits de propriété intellectuelle. Donc à la limite, c'est peut-être mieux qu'on ne le connaisse pas. Voilà. Ouais, c'est un petit peu comme Tim Berners-Lee, quand il invente le web, il le confie à la communauté. On sait que c'est lui qui l'a créé, mais il ne le dépose pas, il ne le brevette pas en disant si vous voulez faire du web, vous pouvez me payer. Non, il pense que ça va profiter à l'ensemble de la société. Les 2 tiers du protocole Bitcoin ont été réécrits par la communauté depuis le début 2009 de la première implémentation par Satoshi Nakamoto. Donc, dans la réalité, la communauté a déjà repris tout ceci, et on peut dire en fait que c'est plutôt aujourd'hui un développement de la communauté. Alors tout à l'heure, vous parlez de mineurs et de minage. Alors est-ce qu'on peut expliquer un petit peu? Parce qu'au début, quand il y a des gens qui ont voulu commencer eux aussi à miner du Bitcoin, sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui que non, c'est devenu un business de pro. Alors c'est quoi le minage exactement? Le minage, ça consiste à vérifier les transactions. Donc si au lieu que ce soit vérifié par la banque centrale ou par une banque X, je vais vérifier en fait que cette transaction peut bien avoir lieu et je vais l'inscrire dans le livre de compte. Ça, je peux le faire toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, je vais faire un bloc de différentes transactions que je vais remettre dans le livre. C'est des opérations mathématiques cryptographiques qui sont faites sur des ordinateurs en peer-to-peer et partagées au pot commun. Pour avoir le droit de le mettre dans le livre de compte, il faut que je vérifie une équation qui est très compliquée à trouver, mais très facile à vérifier. C'est le principe justement d'une cryptographie asymétrique, très compliquée à trouver, mais très facile à vérifier. Et je vais pouvoir rajouter ces transactions à l'intérieur du livre dont vous parlez. En échange, le mineur gagne des bitcoins, et donc ceux qui ont commencé à miner dès 2009 peuvent aujourd'hui être des millionnaires en dollars parce qu'ils ont miné suffisamment de bitcoin. Quelqu'un qui aujourd'hui commence à vouloir miner du bitcoin, concrètement? Concrètement, ça devient difficile parce que pour que cette opération dans laquelle on va mettre de plus en plus de puissance informatique continue à durer que 10 minutes, la difficulté de l'équation à résoudre devient de plus en plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs. Voilà. Surtout parce que la puissance informatique est plus grande. Oui, parce que maintenant, il y a des ordinateurs spéciaux, spécialement dédiés au minage. En 4 ans, l'informatique a évolué. Donc, cette informatique est plus puissante. Donc, le calcul est plus compliqué. Donc, il s'avère que votre ordinateur que vous avez à la maison, il est probable, en fait, qu'il ne soit pas performant par rapport à l'ensemble des ordinateurs qui sont disponibles. Donc, vous risquez de ne pas toucher très souvent la récompense. Sachant que c'est quoi? C'est 25 bitcoins toutes les 10 minutes? C'est 25 bitcoins en ce moment toutes les... Et on sait combien il y a de mineurs au monde? Une centaine de milliers probablement. C'est très difficile à savoir. Alors concrètement, donc si moi je veux avoir des bitcoins aujourd'hui, il faut que je passe par une plateforme où je vais les échanger. Je vais donner des dollars ou des euros et je vais acheter des bitcoins, c'est ça? Vous pouvez travailler pour des bitcoins. C'est-à-dire? Vous pouvez travailler pour quelqu'un qui va vous donner des bitcoins. Vous pouvez rendre un service pour... il y a de plus en plus de commerce électronique qui accepte les bitcoins. Que vous avez contre des bitcoins. Donc ça, c'est la première façon de le faire. La première façon, c'est ça, c'est qu'on vous donne des bitcoins ou que vous travaillez, d'accord. La deuxième, c'est d'échanger des devises contre des bitcoins. D'accord. Et la troisième, probablement, effectivement, c'est de les miner. On a vu que c'était difficile. Ouais. D'accord. Concrètement, c'est quoi un portefeuille? Parce qu'ils sont où les bitcoins? Parce que l'argent, je l'ai dans mon portefeuille, ou il est à la banque. Là, le bitcoin, il est où? L'argent, en général, l'euro, il est très peu dans votre portefeuille. Oui. Il est à 97% aujourd'hui dans des mémoires d'ordinateur. Et le reste, effectivement, dans des billets. C'est à peu près le chiffre, non? Oui, à peu près. Et donc, le bitcoin, ils sont où mes bitcoins?
Les bitcoins sont aussi dans des ordinateurs, ils sont aussi dans ce grand sur le réseau compte. peer-to-peer. Voilà. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un compte en banque ou 2, 3 comptes en banque. Et là, vous pouvez avoir des milliers de comptes en banque. C'est des milliers de portefeuilles que vous pouvez avoir. Mais supposons que vous en ayez une petite dizaine de portefeuilles. Un portefeuille, c'est quoi? C'est une clé qui est votre nom, un peu comme une adresse email. Et donc ça, c'est une clé qui permet d'identifier votre portefeuille, que vous pouvez donner à tout le monde, que vous pouvez afficher sous forme d'un QR code. Et c'est une clé privée que vous allez garder pour vous. Une sorte de mot de passe. Et qui est une sorte de mot de passe. On pourrait faire une analogie entre mon email que je donne à tout le monde et mon mot de passe que je garde que pour moi. Et où là, on a vu notamment des gens qui jetaient leur ordinateur, où il y avait la clé privée sur l'ordinateur, comme ils ont perdu les passe, bitcoins. Quelqu'un qui se fait piquer son ordinateur, mais il se fait piquer ses bitcoins. Et donc, il y a aussi des services maintenant, j'ai vu ça, qui proposent d'éditer sur un ordinateur déconnecté d'Internet, de l'imprimer, de le mettre sur une carte, dans un coffre-fort, parce que effectivement, c'est le sésame, en fait. C'est une sorte de clé qui permet d'ouvrir son portefeuille. C'est la clé qui permet d'ouvrir son portefeuille. Il faut revenir au monde réel, en fait. C'est ça qui est un peu amusant. Mais une des meilleures sécurités, c'est de revenir au monde réel, d'imprimer ça sur du papier, de le mettre dans un coffre. Ouais. Mais le garder sur son ordinateur, c'est risqué si on se fait hacker. Voilà. Ouais. Mais au final, après, pour payer, on a des applications sur les smartphones, on peut flasher le QR code du marchand à qui on veut donner des bitcoins ou vice-versa. Et en fait, avec un simple smartphone ou depuis son ordinateur, on peut faire des transactions de façon extrêmement simple. C'est une transaction très 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 simple. L'usage est vraiment très très simple. C'est magique. Enfin, il faut vraiment l'essayer. C'est ce qu'on invite évidemment tout le monde à faire. C'est de l'essayer avec quelques milli-bitcoins. Mais essayez-le parce que c'est vraiment très très simple à faire. Voilà. Milli-bitcoin, pourquoi? Parce qu'effectivement, autant en 2009, c'était estimé à 20 centimes de dollars le bitcoin, c'est monté jusqu'à 1200 dollars. Là, ça a chuté, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Là, aujourd'hui, c'est aux alentours de 650 dollars par bitcoin, d'où le fait de parler de milli-bitcoin. Parce qu'une baguette, ça coûte pas un bitcoin. Comment on explique cette fluctuation-là? C'est une question de liquidité, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, quand ça vaut 20 centimes, la totalité des bitcoins en circulation, ils ne pèsent pas très lourd, quoi. Et puis quand il y a un afflux de nouveaux clients, nouveaux utilisateurs, au début, la première bulle qu'il y a eu, c'est en juin 2011, suite à des articles dans la presse américaine, dans Forbes notamment. Donc ça a provoqué une bulle. Qui fait qu'il y a plein de gens qui ont voulu s'acheter des bitcoins. Un certain nombre de gens, donc ça fait une bulle. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais ça fait une bulle à 30 dollars. Ouais. Bon, ensuite, ça s'est écroulé. Et puis, il y a une bulle ensuite au printemps 2013. Et puis, vous me l'avez dit tout à l'heure, à 1200 dollars en novembre 2013. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quand il y a un afflux de nouveaux utilisateurs au printemps. C'est suite à l'affaire de Chypre. Alors, l'affaire de Chypre, c'est la faillite des banques chypriotes. Ouais. Et l'État a décidé de ponctionner tous les comptes bancaires de plus de 100 000 euros. Et là, tout d'un coup, plein de gens se sont rendus compte dans le monde entier qu'un compte bancaire, ce n'était pas une sécurité absolue. Alors qu'un compte Bitcoin, vous avez le code privé, personne n'a autorité pour vous le prendre. Donc, c'est une sécurité absolue. Puis, vous pouvez virer l'argent. Alors encore aujourd'hui à Chypre, si vous avez une somme d'argent importante, vous ne pouvez pas le virer dans le reste de la zone euro. Il y a encore un contrôle d'échange. Bon. Avec le Bitcoin, il n'y a aucun problème de ce genre-là. Et on a assisté à ce moment-là, à Chypre, et aussi en Espagne où le secteur bancaire est malade, à une forte augmentation de téléchargement d'applications permettant de faire des paiements Bitcoin. En Argentine aussi, il y a de l'inflation, du contrôle d'échange, donc on a aussi assisté à ça. Et puis la grande bulle du mois de novembre et novembre-décembre, là c'est la Chine, le marché chinois qui tout d'un coup s'intéresse au Bitcoin, donc là ça fait un afflux énorme. Voilà. Puis ensuite la Banque centrale chinoise a dit stop, et puis ensuite elle a depuis peu permis à ce qu'il y a à nouveau, il y a des échanges, bon, mais ça a fait une bulle. Et comme au bout d'un moment, les prix montent tellement qu'il y a un problème de liquidité, puis ça fait une sorte de crack. Une autre raison pour laquelle ça a chuté là à la fin, au début de l'année, c'est avec Mt. Gox. Alors Mt. Gox, c'était une plateforme qui permettait d'acheter ou de vendre des bitcoins. C'était à un moment 70% du marché des bitcoins qui passait par Mt. Gox. Il y a assez longtemps. Il y a assez longtemps. Et là, ce qui s'est passé, alors c'est pas encore, ils ont fait faillite. C'est pas clair. C'est pas clair. Apparemment, il y aurait des gens qui auraient piraté les systèmes informatiques de Mt. Gox, qui auraient volé des bitcoins, et donc il y a je ne sais combien de dizaines ou de centaines de milliers d'utilisateurs de Mt. Gox qui ont perdu l'équivalent de 450 millions de dollars, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ramené en fait à une devise. Oui. Mais alors, comment ça se fait que ça a pu faire faillite? C'est pas clair, mais qu'est-ce qu'on sait exactement de plus que... Plusieurs choses. D'abord, une place de marché, c'est quoi? Juste pour rappeler, parce que c'est un point important en fait dans l'écosystème. Une place de marché, c'est quelqu'un qui va faire finalement 3 métiers. Il va conserver des devises. On va lui envoyer des devises, par exemple des euros ou des dollars. Il va les conserver. Il va conserver des bitcoins en disant, une fois que je les ai transformés en bitcoins, je vais conserver ces bitcoins. Et puis au milieu, il fait un métier qui consiste à
échanger des devises contre des bitcoins et des bitcoins contre des devises. Il s'avère que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de systèmes, ces trois métiers sont séparés. Et notamment, si on prend le cas de l'Europe, la directive européenne des moyens de paiement prévoit en fait qu'on ne puisse pas garder des devises lorsqu'on est une société qui même fait de l'échange de quoi que ce soit. On a un établissement bancaire dédié à ça et qui va faire en fait la conservation des devises. Là, tout était mélangé et on se retrouve dans une entreprise qui encaissait des chèques en dollars, gardait des bitcoins de façon peu sécurisée et faisait ce métier d'échange. Juste pour mettre à leur crédit, c'est une entreprise qui s'est développée extrêmement rapidement. C'est un Français de 29 ans qui a un BTS, non, qui a un CAP en électronique, qui est parti vivre au Japon, qui a racheté cette plateforme-là en 2011, mais qui apparemment n'était pas un crack en sécurité informatique, qui n'est pas un expert en finance, qui n'avait pas de compétences. Non, c'est un bon informaticien, visiblement assez génial par ailleurs, pour ceux qui l'ont rencontré et connu. Alors, il présentait effectivement comme un petit génie de l'informatique, même s'il n'a qu'un BEP, c'était apparemment un... Mais dans la réalité, il s'est probablement fait dépasser par son succès. Ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, pour être très concret, les clients de Mt. Gox aujourd'hui ne peuvent ni récupérer leurs devises ni récupérer leurs bitcoins et la société a fait faillite. Ça, c'est ce que l'on sait. Ce que l'on ne sait pas, c'est d'où vient la malversation. Est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Est-ce qu'elle vient de l'intérieur? Où est cet argent? Puisqu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, je croyais que tout était tracé, le livre est ouvert, donc quelqu'un a bien transféré ses bitcoins vers... Et ça, on ne peut pas le suivre. On peut le suivre, mais on n'a pas forcément les moyens pour passer de la pseudonymité, donc le pseudonymat, vers le nom de la vraie personne. Mais c'est aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a une enquête en cours. Attendons. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si le livre de... peut-être que d'ici peut-être un temps un peu plus long, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, on disposera même de technologies pour pouvoir savoir où est cet argent. C'est possible aussi, puisqu'on a un actif qui est le... Si le registre est public, il est ouvert, les clients qui ont perdu leur bitcoin, ils ne peuvent pas retracer là où sont passés leurs bitcoins? S'ils n'ont pas bougé, pas forcément, parce que le livre des comptes, ça enregistre les transactions. Mais les mineurs qui reçoivent leur bitcoin au moment où ils sont récompensés, ça c'est comme ils n'ont pas fait l'objet de transactions, ils ne sont pas inscrits dans le livre des comptes. Ils sont cachés quelque part, ils n'ont pas été transférés à un autre compte. C'est uniquement quand ils vont les virer que ça va apparaître. Bon. Et puis en ce qui concerne Mt. Gox, c'est qu'en fait on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que Karpeles a dit qu'il s'était fait voler il y a à peu près 700 000. Le français PDG de 700 000, ça correspond à plus de 700 000 bitcoins. En fait, on ne sait pas trop. Il y a récemment un article, on ne sait pas si c'est une rumeur, mais qui dit qu'en fait, il ne s'est pas fait prendre. Peut-être qu'il a perdu les clés privées, simplement, et qu'il ne peut pas accéder aux bitcoins, mais qui n'ont pas été volés. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, il y a une enquête. C'est comme si c'était le patron de Forknox qui a perdu la clé pour rentrer dans le coffre-fort. Voilà. C'est un personnage qui me fait un peu penser à Kerviel, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est fait dépasser par le mensonge, et ensuite il s'est enferré dans des mensonges parce que il n'a pas reconnu tout de suite qu'il s'était fait voler. C'est pendant des semaines, il a publié des communiqués pour dire on a des problèmes, ça va s'arranger, vous pourrez bientôt accéder à votre compte, etc. Ça a duré des semaines comme ça. Donc c'est un peu comme Kerviel qui s'enferme dans un pari et puis qui pense qu'il va pouvoir se refaire, et puis au final, c'est fini, c'est mort, c'est perdu, quoi. Et on en est là, et on ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'il en retourne vraiment. Donc il y a une enquête au Japon, il y a une enquête également aux États-Unis. Donc on espère qu'on saura vraiment ce qui s'est passé, quoi. Alors, venons-en à la note de la Banque de France sur les dangers. Alors c'est assez intéressant. La Banque de France qui voit un nouveau système monétaire, tout de suite elle parle des dangers, elle pointe du doigt des dangers. Comment vous l'avez vu arriver, cette note? Et ça, en fait, il faut savoir, c'est un peu normal. C'est comme je dis dans l'e-book, c'est le Bitcoin, on est en dehors du système bancaire. Et on est en dehors de l'euro ou du dollar, des monnaies installées. Donc c'est pas quelque chose qui peut plaire aux banques centrales, qui elles contrôlent les flux monétaires et les systèmes bancaires. Donc c'est quelque chose qui dès le départ peut pas vraiment leur plaire. Et toutes les notes qu'ont publiées les banques centrales, c'est aussi le cas de la Chine, l'Inde et d'autres pays, insistent vraiment sur les dangers et ne parlent pas du tout des opportunités. Parce que les opportunités, par exemple, c'est le fait que les coûts de transaction sont les plus faibles de tous les moyens de paiement qui existent aujourd'hui au monde. Voilà. Donc ça, c'est un vrai avantage concurrentiel. Dans la note de la Banque de France, on n'en parle pas du tout. On dit juste que c'est une idée marketing, ce qui est grotesque. Et puis il y a le fait aussi que les comptes soient protégés. Le fait que le nombre de bitcoins soit limité à 21 millions, donc il n'y a pas d'inflation. Donc on peut penser qu'à terme, ça va prendre de la valeur. Et ça, c'est quand même rassurant par rapport au dollar, au yen, où il y a beaucoup de planches à billets. On peut se dire qu'au bout d'un moment, ça risque de dégénérer en inflation. Avec le bitcoin, il n'y a pas ce risque-là. Donc tout ça, on dit que ces 21 millions, ça sera respecté.
Bah ça, c'est bon, c'est le code lui-même. C'est le consensus ou c'est le code? Non, c'est le code. Je disais le consensus parce que pour pouvoir le changer, il faudrait qu'il y ait une majorité de développeurs qui acceptent de modifier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc cette convention, pour l'instant, elle est là pour durer. D'accord. Alors, en attendant, la Banque de France est pointée du doigt les risques de bulles. Bah, la bulle, il y en a déjà eu plusieurs. Pointer les risques de vol et le fait que les gens volés ne sont pas remboursés, bah, là, on l'a vu avec Mt. Gox, ça s'est passé. L'absence de protection réglementaire, bah, on l'a vu parce qu'effectivement, là, il n'y a aucune garantie pour les... Enfin, en même temps, ce qu'elle dit, c'est pas faux. Ben, ce qu'elle dit est juste. Il y a quelques imprécisions quand même dans le texte. Il y a plus de 20 000 personnes qui travaillent à la Banque de France. Oui. Hormis le respect qu'on a pour leur travail, c'est étonnant qu'après 4 ans que soit sorti le Bitcoin, il y ait une note aussi imprécise qui sorte sur le sujet. C'était quoi qui était imprécis, par exemple? Simplement la façon dont est présenté les différents éléments, on n'appuie pas assez sur le fait que le protocole Bitcoin, avec un grand B, est d'abord un protocole qui a une unité de compte avec un petit b qui est le Bitcoin, et que la façon dont la volatilité du Bitcoin impacte effectivement eh bien les gens qui ont ces Bitcoins présentent un certain nombre de dangers, qui sont ceux d'actions qu'on peut avoir en bourse. C'est à peu près la même chose, hein. C'est bien de mettre le point sur ces faiblesses qui sont existantes, mais on ne voit pas en fait toutes les capacités, comme l'expliquait Philippe à l'instant, toutes les capacités que l'on a aussi en fait, ils ont vu le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. C'est pas une note qui montre le plus et le compte, c'est uniquement à charge. Voilà. Un système de transaction, il y a une transaction récemment de 160 millions de dollars qui a eu lieu sur le réseau Bitcoin. C'était pour acheter quoi? Pour une seconde, c'était un transfert en fait entre l'Europe et les États-Unis. Pour une seconde, le transfert a lieu. Il coûte quelques cents d'euros pour un équivalent dans le système bancaire existant de l'ordre de 500, 600 à 1 million de dollars. Ça fait une différence, quelques cents. Ça fait quand même 160 millions de dollars. Ça fait quand même une différence notable. Ouais. La réalité, c'est que le système Bitcoin, le protocole et sa première application qui est la monnaie. La première application du protocole, c'est sa monnaie. Cet ensemble-là est en train de bousculer un existant, un héritage que nous avons autour du système bancaire et financier qui existe sur la planète. Alors en même temps, on a eu beaucoup de reportages dans la presse, notamment avec Silk Road. Donc c'était cette plateforme qui permettait d'acheter de la drogue et notamment Bitcoin. C'est une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup de médiatisation autour des Bitcoins. La Banque de France pointe du doigt le fait qu'il y a des risques d'utilisation à des fins criminelles et terroristes. Ben, l'utilisation en fait de monnaie à des fins criminelles n'est pas seulement l'apanage du Bitcoin. Il est vrai pour les autres monnaies. On achète beaucoup plus de drogue aujourd'hui avec des billets de 500 € qu'avec des Bitcoins, pour être très précis. Si on prend le cas en fait des montants qui ont pu être échangés pour des raisons illégales sur Silk Road, moins d'1% des transactions du Bitcoin dans l'année dont on parle. Moins d'1%. Moins d'1% de toutes les transactions Bitcoin étaient Silk Road. Oui. D'accord. Donc on parle vraiment de quelque chose qui est relativement... Alors c'était quasiment 99% des articles dans la presse. Deuxième élément, c'est que le FBI il les a arrêtés quand même. Oui, alors le FBI qui aujourd'hui est à la tête un des plus gros portefeuilles de Bitcoin qui existe au monde. Pas le plus gros, mais un portefeuille important. Ouais. On sait qui est le plus gros portefeuille? Probablement les premiers mineurs, oui. Ouais, Nakamoto. Il s'avère en fait que dans ce cas-là, il y a une autre façon de voir les choses. Une façon de voir les choses est de dire, finalement, quand il y a des activités illégales, le Bitcoin permet de les déceler. Et de les déceler finalement assez rapidement. Et c'est une autre façon de voir les choses, c'est de dire, s'il y a eu autant d'opérations qui ont pu être arrêtées sur des activités illégales autour du Bitcoin, ce n'est pas parce que la totalité des activités illégales avait lieu avec le Bitcoin. C'est dans tous les cas, quand elles avaient lieu avec du Bitcoin, on était capable de les arrêter. Mais ça veut dire aussi que le FBI peut concrètement consulter le registre pour éventuellement arriver à identifier quels sont ceux qui achètent. C'est ce qui a été fait. Des drogues. Mais c'est comme ça qu'on a arrêté pas mal de gens aux États-Unis. C'est comme ça que Schrems s'est fait arrêter aussi pour le cas du blanchiment. Il ne s'est pas fait arrêter que pour le blanchiment. Un des patrons en fait des activités Bitcoin et un des membres de la fondation Bitcoin, il s'est fait arrêter parce qu'on a pu détecter un certain nombre de transactions. Ce système ouvert, qui n'est pas anonyme, qui est pseudonyme, permet en fait de laisser des traces, un peu comme le fait l'email, et donc permet... Donc, typiquement, on peut aller voir, par exemple, typiquement dans Mt. Gox, on sait, donc on a le nom associé à l'identifiant Bitcoin. Donc les gens qui ont accès aux ordinateurs de Mt. Gox, typiquement les autorités japonaises aujourd'hui, peuvent savoir combien d'utilisateurs de Mt. Gox en sont servis pour acheter sur Silk Road de la drogue ou autre.
C'est un tiers de confiance, là. Je n'ai pas accès à ces informations, donc je ne peux pas vous dire. Mais Mt. Gox, ou en tout cas, générale, tous ceux par qui on va transiter pour acheter des bitcoins, eux, ils ont les moyens de savoir si on les a achetés pour financer Wikileaks ou pour acheter de la drogue. En tous les cas, c'est plus facile à faire. C'est plus facile à faire. Et en tous les cas, beaucoup d'activités que l'on pense de façon un peu mythique, très simple à mener sur Bitcoin, ne sont finalement pas si simples. C'est comme on l'a dit au début, comme le livre des comptes est public, on peut retracer les transactions. Donc, ce n'est pas du tout un bon moyen si on veut blanchir de l'argent, quoi. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'était le parallèle qui est fait par plusieurs personnes entre ce qui est en train de se passer autour du Bitcoin et les débuts du web. Parce qu'au début du web, on a eu aussi cette diabolisation où on nous parlait beaucoup des pédophiles, des terroristes et des nazis dès qu'on commençait à parler du web, un petit peu comme c'est le cas aujourd'hui quand on parle de Bitcoin dans les médias. Mais également, et ça vous l'avez écrit, Monsieur Rodriguez, vous dites que Bitcoin est beaucoup plus qu'une monnaie. Bitcoin n'est pas une monnaie, c'est notre avenir à tous. Et vous faites un parallèle avec l'arrivée du commerce électronique qui a bouleversé complètement la donne sur le web au début des années 90. Est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer sur Bitcoin comme plateforme et non pas comme monnaie? Vous allez même jusqu'à dire qu'il devient urgent de ne pas se laisser distraire par le débat sur son statut de monnaie qui ne pourrait être finalement qu'un leurre. Oui, je crois que c'est un leurre parce que ce qui est important, c'est à nouveau, c'est le protocole versus la monnaie. Le protocole permet une activité qui est celle de monnaie, mais elle permet beaucoup d'autres choses. Sachant que par ailleurs, il existe des centaines d'autres monnaies type Bitcoin, typiquement celle dont je parlais tout à l'heure, Aurora, en Islande. Ils sont basés sur le même protocole. Même protocole. Donc quand je parle du protocole Bitcoin, je parle également effectivement des autres monnaies, crypto-monnaies, qui sont issues de la même invention et de la même innovation technologique. Ce qui est certain, c'est que ça ressemble beaucoup effectivement au début de l'Internet commercial et un petit peu plus tardivement, dans les années 95, au début de l'Internet marchand, dans lequel il y a un certain nombre d'innovations qui permettent, et notamment SSL, qui permet qui permet de sécuriser le commerce électronique, donc c'est le petit cadenas qui s'affiche sur le navigateur. À partir de ce point-là, on est capable de se dire, tiens, on va pouvoir faire du commerce électronique et peut-être vendre sur Internet. Et on voit apparaître une foule d'innovations à partir de ce point-là. Et je crois que ce que l'on observe aujourd'hui avec le Bitcoin, eh bien, c'est ça. Moi, mon métier, c'est d'être banquier d'affaires. J'accompagne des entreprises innovantes pour pouvoir les aider à trouver du capital. Et à chaque fois qu'on est dans une innovation dans laquelle on entend beaucoup de gens dire « ça ne peut pas marcher, ça nous paraît terrible, il y a beaucoup d'effets néfastes », on se dit que probablement il y a quelque chose d'intéressant. Et avec le Bitcoin, c'est ce qui se passe. On se dit qu'à la fois, on sent qu'il y a tout un tas d'opportunités. On voit un grand nombre d'entreprises, de jeunes entreprises qui sont en train de développer des nouveaux principes. Et ces principes, ils le basent sur le protocole. Alors, peut-être dire un mot sur ce type d'application et donner des exemples. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le protocole Bitcoin? Très concrets. On va parler en fait des contrats et ce qu'on appelle les contrats intelligents. C'est au lieu de signer un contrat entre deux personnes, on peut simplement le signer de façon cryptographique pour vérifier que le contrat, eh bien, dans 10 ans, on puisse bien savoir que c'est nous deux qui avons signé le contrat. Mais on pourrait attacher aussi des valeurs à ce contrat. On pourrait y attacher un paiement. On pourrait attacher un paiement qui serait déclenché qu'à partir du moment où un certain nombre de clauses se vérifient de ce contrat. On pourrait donc, à partir de ce moment-là, créer quelque chose qui ressemblerait assez à nos contrats notariés, à des actes notariés, mais qui ne nécessiterait pas d'une autorité centrale qui est le notaire, mais qui nécessite simplement du protocole Bitcoin pour pouvoir le faire. Les notaires, ils vont commencer à râler alors sur le Bitcoin. Désolé pour eux, mais c'est une réalité. La réalité, c'est que grâce à cette innovation, aujourd'hui, on sera capable d'écrire des contrats qui ne nécessitent pas d'autorisation centrale pour pouvoir ensuite eh bien, les dénouer. Ça, c'est une application, mais il en existe des centaines d'autres. On peut faire effectivement de l'assurance, on peut imaginer en fait des systèmes d'options financières, on peut imaginer des systèmes de votes électroniques. Vous savez que les votes électroniques, c'est très compliqué à faire. Avec le protocole Bitcoin, on peut inventer un système qui ne nécessite pas d'autorité centrale pour vérifier que les votes ont eu lieu. Ça aussi, on pourrait le faire avec le Bitcoin. J'ai vu également des réseaux sociaux décentralisés, qui avaient des systèmes de messagerie chiffrés. On peut créer des marchés financiers aussi. Ça, c'est l'idée. Alors ça, c'est l'idée des colored coins. C'est-à-dire, en fait, pour prendre une métaphore, si vous jouez au casino, vous mettez de la couleur sur les différents jetons que vous avez, de façon à les suivre sur la table de jeu. Donc là, on va dire, par exemple, qu'un certain nombre de bitcoins constituent le capital d'une société et ils sont coloriés d'une certaine façon. Et quand ensuite cette société va verser des dividendes, ils seront coloriés de la même façon, et donc ça permettra d'attester qu'ils proviennent de cette entreprise et qu'ils sont versés à tel actionnaire en fonction de la part de capital qu'il a apporté. Et donc ça, c'est une couche logicielle qui se rajoute au réseau Bitcoin et qui permet des actions ou des obligations, c'est-à-dire de construire
sur l'infrastructure Bitcoin des marchés financiers. Et ça c'est un changement énorme parce que les frais de transaction, les coûts d'entrée sont minimes par rapport au marché organisé aujourd'hui où c'est extrêmement cher, très compliqué de se faire coter. Là, tout d'un coup, les coûts sont ramenés à des sommes extrêmement faibles et ça peut générer une activité gigantesque. C'est Karl Chappé, qui est le créateur du site d'information France Bitcoin. Lui, il présente Bitcoin comme le Linux de la finance. Parce que c'est décentralisé, parce que c'est libre, parce que c'est ouvert et que ça appartient à personne en propre, c'est communautaire, c'est développé par et pour la communauté et ça crée énormément de valeur. Alors on sait qu'il y a des gens qui sont battus contre les systèmes libres et open source pendant les années 90. Est-ce que vous pensez que l'analogie elle est correcte? Elle est super correcte. À cette époque-là, je travaillais chez Microsoft, donc je me battais de l'autre côté. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que l'open source et les capacités en fait de développement communautaire ont permis d'avoir des operating systems d'un très bon niveau et qui se sont déployés dans les entreprises. On pourrait dire ici que le sujet d'application de Bitcoin, c'est devenu effectivement l'argent. C'est devenu en fait la monnaie, c'est devenu la valeur financière qui peut s'échanger. Et à partir de ce point-là, effectivement, on a un protocole, on a une base qui permet de recréer toutes les applications, un peu comme Linux a permis de recréer ensuite les autres applications qui venaient au-dessus de l'operating system. Et bien, quelque part, le protocole Bitcoin, c'est l'operating system. Dessus, on va pouvoir développer des applications, et ces applications, c'est celles qu'on a décrites tout à l'heure, qui peuvent être effectivement stockées, côté des entreprises, mais ça peut être créer des assurances, ça peut être créer des... Alors, créer des assurances, c'est-à-dire comment Bitcoin peut créer des assurances? L'assurance, c'est un contrat. C'est un contrat dans lequel vous versez une police d'assurance en échange de quoi, si un événement arrive, on va vous payer. Que là, je paierai tant de Bitcoin par année à un assureur et en cas de coup dur, il me reverse tant d'autres Bitcoins. Oui. La différence près, c'est que vous ne le ferez pas avec un assureur, vous le ferez en fait avec une intelligence qui est donc un programme. Et ce programme, en fait, vous serez capable de le lire et savoir en fait comment il fonctionne. Donc vous aurez la possibilité, en quelque sorte, d'écrire tous les petits alinéas qui sont souvent écrits en tout petit chez l'assureur. Vous pourrez le décoder vous-même. Il sera présenté sous vos yeux, il sera ouvert, tout le monde pourra le critiquer. Et cette chose-là, en fait, elle agira elle agira simplement en fonction du programme qu'on lui a donné, c'est-à-dire de vous rembourser dans le cas où tel événement arrive. Et ça, vous dites, vous pourrez. Mais il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur le. Oui, il y a beaucoup des assurances Bitcoin. Il y a beaucoup de startups qui travaillent sur toutes les applications possibles autour de Bitcoin, dont celles que je viens de décrire. Elles sont souvent nouvelles, elles sont souvent encore en création, ce sont souvent pour l'instant des projets de développeurs ou de chercheurs. Donc il y a des états de maturité différentes, mais elles sont existantes. Certains sont en France, leur question est de savoir si elles vont vraiment s'implanter aujourd'hui en France. Oui, avec les quid de la régulation. Donc c'est une vraie question pour elles, pour ces entreprises. Elle se pose la question aujourd'hui de se dire est-ce qu'il n'est pas plus simple de s'installer en Angleterre, par exemple, dans lequel... C'est quoi la différence entre faire du Bitcoin en France et faire du Bitcoin en Angleterre, aux États-Unis? C'est par exemple, cadre légal? Oui, c'est une bonne question. En Russie, ça a été interdit, par exemple. C'est un cas très simple. L'Angleterre, par exemple, vient d'expliquer comment, en fait, serait fiscalisé le Bitcoin. C'est une progression énorme. Nous ne savons toujours pas. Donc, à partir du moment où on ne sait pas, il y a quand même un risque important. Donc, autant aller dans le pays. Comment? Pas de TVA en Angleterre et une très grande discussion concernant en fait la possibilité qu'il n'y ait pas de plus-value de cession sur les bitcoins pour les particuliers et que tout ça en fait c'est une chose que vous réclamez, le fait qu'il n'y ait pas de TVA sur les bitcoins. Bien sûr. C'est quoi l'intérêt de pourquoi il n'y aurait pas de TVA sur les bitcoins? Et pourquoi il y aurait de la TVA sur les bitcoins? C'est une activité économique, c'est des échanges marchands. Sur les euros, donc il faut considérer comme une monnaie. Non, voilà. C'est pas quelque chose qui est consommé, c'est quelque chose qui est utilisé comme une unité de compte pour pouvoir faire des transferts. Pourquoi il y aurait... C'est pas quelque chose qui est consommé, la TVA c'est pour la consommation. Et quand j'achète quelque chose avec... Parce que vous le consommez. Là, c'est pas quelque chose que vous consommez. Là, aujourd'hui, il y a plus de 2000... Ah non, mais si vous achetez quelque chose avec le Bitcoin, avec des bitcoins, vous payez la TVA, et ça c'est normal, que vous payez en euros, en bitcoin ou en cash, vous payez la TVA. Et maintenant, si vous achetez des bitcoins, vous n'allez pas payer de TVA dessus. D'accord. Et il vaudrait mieux aussi éviter de payer quand j'achète des dollars ou des yens. Il n'y a pas de TVA dessus. Il n'y a pas de TVA, donc c'est sur le même principe. Voilà. D'accord. Et parce qu'il y a des gens qui veulent mettre de la TVA sur le fait d'acheter des bitcoins. Oui, parce que dans la créativité... C'est pas considéré comme une monnaie aujourd'hui. Non, mais dans la créativité à la fois fiscale, du régulateur sur ces sujets, on observe en fait qu'on se dit finalement c'est un peu comme un bien digital. Et sur le bien digital, vous avez une TVA, dont les taux fluctuent d'ailleurs en Europe, et qui est toute une tas de questions, mais en tous les cas, il y a une TVA sur les biens qui sont des biens numériques. Vous êtes demandeur d'une régulation pour pouvoir... C'est pas un bien numérique, c'est bien plus qu'un bien numérique, c'est un protocole et c'est une unité d'échange.
Donc vous êtes demandeur d'une régulation pour effectivement permettre à des entreprises, à des créateurs de start-up de pouvoir développer leurs activités. Et de ne pas partir à l'étranger. Voilà. Vous n'êtes pas contre la régulation Non, pas du tout. Mais il y a une directive. Si on avait nulle part, ce serait parfait. Mais le point est que ne pas en avoir ici alors qu'il y en a d'autres ailleurs, c'est créer en fait une fuite des talents vers d'autres pays. Parce qu'il y a une directive européenne sur les monnaies virtuelles, mais c'était fait avant que le Bitcoin soit vraiment développé. Et donc elle ne correspond pas du tout au cas Bitcoin. Donc ce qu'il faudrait, c'est un ajout, un complément à cette directive, de façon à ce qu'il y ait au moins une unité juridique au niveau européen, ce qui à ce moment-là, ça permettrait de développer le business. Il y a une mission qui a été lancée, je crois, par M. Moscovici, qui doit rendre ses conclusions en avril, je crois. Oui. Vous, pour l'instant, vous voyez comment le paysage à la fois en France, du côté des régulateurs et au niveau européen? Vous pensez qu'ils commencent à comprendre vos arguments ou qu'ils considèrent que c'est... Parce que là, il parlait de danger quand même. C'était pas très positif pour vous. Pour beaucoup de nos interlocuteurs dans les pouvoirs publics, c'est quelque chose de nouveau. Et on le comprend, c'est tout à fait normal. C'est nouveau et c'est normal. La seule chose que nous, on demande en tant qu'association, c'est qu'on demande... Donc vous êtes président de l'association Bitcoin France. Oui, ce que l'on demande en fait, c'est que on y passe du temps, qu'on ait la curiosité de savoir de quoi il s'agit, parce qu'on pense que ceci va révolutionner beaucoup de choses dans le monde. Et par voie de conséquence, il est important que les pouvoirs publics se penchent sur le sujet de façon à se faire un avis. Donc ça progresse. Ça progresse probablement plus. Vous avez eu des rendez-vous, vous avez pu... On a rencontré des députés, on a rencontré des sénateurs, on a rencontré des membres de la Banque de France ou certaines autorités de la Banque de France, dépendants de la Banque de France. Donc ça progresse, mais il reste encore beaucoup à faire à notre... Parce qu'il faut changer à la fois la loi en France et en même temps les directives européennes ou c'est quoi les obstacles pour l'instant? Non, il faut effectivement améliorer, comme on le disait à l'instant, la directive des moyens de paiement au niveau européen, puisqu'en fait c'est plutôt la loi qui est traduite, qui provient en fait de l'Europe sur ces sujets-là. Qui avait été rédigée avant l'arrivée du protocole Bitcoin. Donc ici il faut s'assurer en fait qu'il y ait quelque chose qui permette d'expliquer comment vont être régulées les places de marché, comment vont être régulés en fait les établissements de paiement qui sont liés à ces places de marché. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui peuvent être réglés au niveau européen. Au niveau local, c'est-à-dire au niveau national, pardon, et il nous faut absolument une meilleure clarté sur les impacts fiscaux concernant cette nouvelle monnaie pour les détenteurs et pour les entreprises qui manient en fait cette monnaie. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, pour une entreprise qui manie cette monnaie, elle se retrouve dans ses comptes avec quelque chose qui s'appelle des bitcoins et qui aujourd'hui, si vous allez au Trésor public en disant voilà mes comptes, on ne sait pas aujourd'hui comment finir ces comptes et même enregistrer ces comptes. Donc il est normal que la loi aille moins vite que l'innovation. C'est logique, la loi ira toujours moins vite que l'innovation, on n'a pas de souci avec ça. Néanmoins, on est simplement en train d'alerter les pouvoirs publics pour dire il est temps de s'y mettre parce qu'ailleurs dans le monde, les gens se sont posé la question avec des avis le plus souvent assez bienveillants concernant le Bitcoin et pas toujours des bannissements ou des alertes, etc. Des choses qui sont assez équilibrées, mais on a besoin de le faire ici en France. D'accord. Alors, Monsieur Herlin, donc vous, je notais tout à l'heure que le sous-titre de votre livre, donc, qui s'appelle « La révolution du Bitcoin et des monnaies complémentaires », c'est une solution pour échapper au système bancaire et à l'euro. Pourquoi est-ce qu'il faudrait échapper au système bancaire et à l'euro? C'est une sécurité parce que, ce j'explique aussi, c'est que les grandes monnaies, aujourd'hui, sont mal gérées. Il y a beaucoup de planches à billets au Japon, aux États-Unis et aussi en Europe. Il y a beaucoup de créations monétaires. Et quand on regarde l'histoire économique, ça se termine toujours mal. Ça se termine toujours par des vagues d'inflation. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation en France de façon importante, mais il y a des bulles sur des actifs. On voit si le Wall Street est aussi haut aujourd'hui, c'est en grande partie bullaire. Et donc tout ça, ça comporte des risques importants. Et c'est porteur de crise. Il faut comprendre que la crise de 2008, on en est sorti uniquement parce qu'on a fait encore plus de dettes et plus de planches à billets. Et donc, il y a un fort risque qu'on rencontre une crise encore plus profonde que celle de 2008. Et à ce moment-là, c'est les monnaies qui tomberont ou qui partiront en hyperinflation. Et à ce moment-là, ceux qui auront de l'or physique ou des bitcoins, ils seront tout à fait protégés. Donc, c'est pour ça que c'est un placement. J'ai fait un livre sur l'or où je conseille d'en acheter. Et dans le livre sur le bitcoin, je conseille aussi d'en mettre un peu de côté, alors de l'utiliser aussi pour faire tourner l'économie, mais aussi comme moyen d'épargne. Même si c'est volatile, c'est risqué, mais disons qu'il faut aussi y penser, quoi. Ça a des implications aussi politiques, parce que vous aviez adhéré au FN en 2002, que vous aviez quitté en 2008 en disant que Marine Le Pen prenait un virage trop étatiste en économie. Depuis, vous êtes adhérent à l'UMP, vous vous êtes présenté à la présidence de l'UMP, vous allez vous représenter à la présidence de l'UMP. Qu'est-ce que ça changerait politiquement
si le Bitcoin était consacré comme Moi, je défends une idée libérale. Très libéral. Voilà, c'est-à-dire le fait que les citoyens puissent choisir les monnaies. Parce que là, aujourd'hui, on dépense tous de l'euro. Nos salaires sont versés en euros, notre épargne est passée en euros. Si l'euro s'écroule, on est tous ruinés. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on peut utiliser le dollar en plus de la monnaie locale, où il y a plusieurs monnaies qui peuvent circuler. Et quand on regarde l'histoire sur la longue durée, pendant tout le Moyen-Âge, de Charlemagne à Napoléon, pendant plus de 1000 ans, il y a toujours eu plusieurs monnaies qui circulaient. Il y avait l'or, qui servait pour les États ou le commerce sur longue distance. Vous pensez que plus il y aura de monnaies différentes, plus il y aura de choix dans les monnaies, moins il y a de risques de crise. Moi, je défends aussi des monnaies locales. Le Bitcoin, c'est la monnaie complémentaire chimiquement pure, qui est parfaite, qui est universelle, tout le monde peut utiliser. Mais je défends aussi l'idée des monnaies locales, régionales, ou les CEL, les systèmes d'échange locaux, des échanges d'heures. Et le fait d'avoir plusieurs monnaies, d'avoir une sorte de millefeuille de monnaie, ça a un rôle d'amortisseur. Parce que des faillites d'État, il y en aura toujours, des faillites bancaires, il y en aura toujours. Mais ils en pensent quoi du Bitcoin? Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui les préoccupe. Et dans les partis politiques, je dirais les seuls qui défendent l'idée de monnaie complémentaire sont les écologistes. Depuis assez longtemps, qui sont assez logiques sur cette idée-là. Oui, avec les systèmes de sel et tout ce qui était avant. Avec ça, mais autrement, les autres partis, ça reste complètement... Pourquoi vous n'allez pas chez les écolos, alors? Parce qu'ils sont pas très libéraux en économie, donc voilà. Et alors, vous êtes au Parti radical. Borloo, il aime, il aime pas. Enfin, parce que pour l'instant, j'ai entendu aucun parti politique parler des monnaies complémentaires, des crypto-monnaies, de Bitcoin ou. Non, c'est pas on a des sujets de préoccupation visiblement urgents par rapport à ces sujets qui sont des sujets d'avenir. Mais vous pensez que ça peut résoudre les problèmes qu'on a vus avec le high frequency trading, toute la spéculation qu'il y a eu Je pense qu'on est très sérieux sur ce sujet-là. Le Bitcoin ne va pas probablement remplacer les monnaies existantes. Ça se rajoute. Mais comme le commerce électronique se rajoute. C'est une très bonne idée pour créer des monnaies complémentaires. Il s'avère en fait que l'économie a besoin de monnaies complémentaires. Et ces monnaies complémentaires permettent en fait de créer ce qu'on peut appeler des monnaies libres. C'est-à-dire des monnaies dans lesquelles vous avez le choix de décider si vous les utilisez ou pas pour faire des unités de réserve ou pas. Aujourd'hui, si vous n'avez pas tout à fait cette possibilité, aujourd'hui, demain, vous l'aurez de plus en plus que d'avoir ces capacités de pouvoir vous-même faire un arbitrage entre plusieurs monnaies. La confiance que vous avez dans telle ou telle monnaie, la confiance que vous avez dans les crypto-monnaies sera peut-être plus grande que la confiance que vous avez dans une monnaie qui s'appelle euro. Aujourd'hui, on peut dire aussi que la confiance n'est pas totalement partagée dans cette monnaie. On est à la fin de l'émission. Voilà, ça sonne. On est arrivé à 42, excusez-moi. Dernier mot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en acheter maintenant? Du Bitcoin, du Dogecoin, du altcoin, La première chose que vous devez faire, vous devez ouvrir un porte-monnaie, ça prend quelques minutes. Vous devez essayer, faites-vous virer quelques Bitcoins par un ami qui en a. Utilisez-le, allez sur un site, par exemple, sur un blog qui propose de se faire payer la lecture de son article avec quelques milli-Bitcoins. Faites-le, essayez-le, c'est très facile à faire avec un portable et on se rend compte à quel point ce moyen de paiement peut changer la donne. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, messieurs. Et puis, à bientôt pour le 11e numéro du 14h42.